Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette discussion donc, autour de l'innovation entre artistes et chercheurs, donc à l'occasion de ces journées de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant. Alors on va démarrer cette discussion avec nos invités, ça va durer à peu près une quarantaine de minutes et l'idée c'est de mettre justement en lien toutes ces disciplines qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et de réfléchir aux moyens d'innover aujourd'hui en mêlant les différents domaines qu'on va découvrir donc ensemble. Alors, je vais vous présenter nos invités pour cette discussion. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Rosso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université au sein de l'équipe Projet Humanité Numérique de l'Institut des sciences du calcul et des données. Alors vous travaillez justement dans le domaine de l'art, de l'archéologie, de la littérature et de la philosophie. À votre droite se trouve Pascal Frey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, vous aussi, à Sorbonne Université et directeur de cet institut donc, des sciences du calcul et des données. Et ensemble, donc, on va le voir, vous avez collaboré dans un projet assez innovant autour du théâtre antique d'Orange. Avec nous également Arthur Baud. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors vous êtes designer, créateur d'images. Alors vous vous présentez comme éleveur de machines. Donc évidemment, on va avoir tout de suite envie d'en savoir un petit peu plus. Vous allez nous raconter votre parcours atypique qui vous a amené du multimédia aux arts appliqués en passant par l'électronique interactive et la fabrication numérique. Et puis enfin, en duplex avec nous, Fabrice Hibert. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous vous trouvez en Vendée, vous êtes plasticien, vous avez une formation de mathématicien à la base et vous menez depuis très longtemps maintenant un travail créatif autour de la production artistique avec les entreprises, les scientifiques, les laboratoires à travers le monde. Vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts et vous avez reçu le Lion d'Or à la Biennale de Venise en 1997. Voilà, donc les présentations sont faites et vous allez pouvoir réagir d'ailleurs entre vous tout au long de ces discussions pour peut-être vous poser des questions mutuelles sur les sujets dont on va parler. Arthur Baud, on va commencer ensemble pour faire connaissance avec votre travail et votre démarche. Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'un éleveur de machines, puisque vous aimez vous présenter comme ça? Voilà la question que tout le monde se pose, évidemment. En fait, j'ai essayé de trouver quelque chose pour me définir, parce que c'est vrai que j'ai vraiment un pied dans plusieurs mondes différents. Donc, dans le monde du design, parce que j'ai une formation de design à la base. Dans le monde de l'art, parce que je fais de l'art numérique. Et dans le monde de ce qu'on appelle les makers, donc makers qui sont vraiment c'est un peu de sorte de bricoleur 2.0. On vous a sûrement entendu parler de Fab Lab, il y en a un magnifique ici. Voilà, donc je mélange un peu toutes ces disciplines. Et évidemment, plutôt que d'accoler un nombre infini de pratiques dans ce que je fais, j'ai essayé de trouver quelque chose qui les définit. Et donc je fais beaucoup de machines dans mon travail artistique. Et si vous voulez, en général, quand on commence à apprendre l'électronique, ça ne marche jamais quand on veut. Et de désespoir, je me suis mis à leur parler, à les chouchouter, à essayer de faire des choses. Donc j'avais plus la sensation d'être un éleveur plutôt que d'essayer de faire grandir ces petites choses que je ne comprenais pas trop. Plutôt que quelqu'un qui construit des machines très froides. Donc vous avez quasiment humanisé vos machines, c'est ce que vous essayez de dire? Exactement. J'essaie de trouver l'âme de la machine qui est peut-être dans la fonction random quelque part. Ouais. Alors quand on va sur votre site internet, on voit donc que vous êtes effectivement artiste, maker, facilitateur, designer. Vous êtes également robot et humain, ça on le savait déjà. Et c'est vrai que c'est très compliqué de vous situer par rapport à tout ça. Et on a l'impression en regardant justement votre parcours que vous avez développé vous-même votre propre discipline en la créant en temps réel quasiment. Exactement. C'est vraiment ça, c'est comme vous dites, du temps réel. D'ailleurs, c'est aussi, en France, on adore me faire des petites cases. C'est parfois très compliqué, que ce soit avec des clients ou des personnes avec qui je vais travailler. Je révèle souvent qu'une partie de ce que je fais, parce que sinon les gens n'arrivent pas à cerner effectivement. Donc c'est à la fois très très enrichissant pour moi, parce que comme vous le dites, j'invente mon travail tous les jours en fait, selon les demandes, selon ce qui va tomber, selon mes propres créations. Mais effectivement, c'est à la fois très enrichissant, mais aussi parfois difficile à porter, parce que on est dans plein de mondes différents, on n'est pas forcément accepté partout. Mais il faut continuer de le mener, et je trouve ça intéressant de pouvoir passer par d'autres portes qui sont pas en fait les schémas classiques dont on a l'habitude. Ouais. Fabrice Hibert, est-ce que vous avez vous aussi eu un peu le même sentiment dès le départ, vous qui vous présentez aussi comme artiste, entrepreneur, d'avoir du mal à faire comprendre au fond votre démarche? Absolument, oui. Mais en fait, c'est souvent une incompréhension, parce que ça fait peur en fait. Ça fait peur des espaces nouveaux, donc je pense l'incompréhension. Donc il faut prendre un peu son temps et faire beaucoup plus de travaux que les autres, vraiment énormément travailler, réaliser des choses. Et à partir de ce moment-là, quand les choses existent, en fait, elles sont là. Donc il faut que les autres fassent avec.
Ouais. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on laisse tomber, finalement, on fait son travail parce que c'est votre liberté? On continue, mais on essaie de le partager au maximum, hein, par tous les moyens de transmission possibles, en créant même des systèmes d'école, d'enseignement différents, des choses comme ça. En fait. Ça permet aussi de partager le maximum et d'inventer, de créer ce territoire, ce monde, ce biotope dans lequel on se sent bien, nous. Ouais. Arthur Baud, donc c'est vraiment ça, oui. C'est un biotope pour vous, c'est un univers à part entière qui est le vôtre et qui est unique en soi, hein, parce que Exactement. vous l'inventez tout le temps en fait. C'est ça. Et donc c'est pour ça que maintenant je suis indépendant. Parce qu'effectivement, je n'ai pas encore trouvé l'entreprise dans laquelle je me sentirais bien, parce que j'aurais la sensation d'être sous-exploité. Et c'est vraiment une démarche personnelle à créer, parce que voilà, au début, on ne comprend pas, on se dit mais je suis ni ça, ni ça, ni ça, que suis-je, tout bêtement. En fait, non, je suis juste tout ça. Et bon, il faut le temps de l'accepter au sein de soi. Mais une fois qu'on l'a accepté, c'est extrêmement agréable, parce que du coup, toutes les portes sont grandes ouvertes. Ouais. D'un coup. Vous, ce qui vous passionne, vraiment, c'est l'image au départ? Absolument. Moi, j'avais deux choses quand j'étais petit. C'était piquer l'appareil photo de mes parents et prendre des photos à droite à gauche. C'était encore des pellicules, donc ils n'étaient pas très contents. Ça coûtait un peu cher. Et démonter des jouets, sauf que j'arrivais jamais à les remonter. Donc, c'est deux choses qui me sont restées dans mon travail. Et effectivement, voilà, l'image, ça a été toujours... Mais du coup, c'est assez intéressant, parce que la photo et la vidéo m'ont accompagné dans tout mon travail, sans jamais en faire le vecteur principal de mon travail, en fait. Je travaille toujours autour de ça, mais ni en faisant la photographie, ça reste une passion, et la vidéo en tant que telle aussi, même si mes installations mettent en œuvre de la vidéo. C'est vrai que je rêve un jour de faire un court-métrage, mais je l'ai toujours pas fait. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça qui a été vecteur dans tout ce que j'ai fait. En fait, on trouve des liens. Même si je fais des choses très très différentes, il y a toujours des liens avec ces deux petites choses-là qui sont la vidéo et le bidouillage en fait. Alors vous allez nous montrer des choses, hein, parce que c'est important aussi qu'on comprenne ce que vous réalisez. Juste un mot, parce que dans le cadre de ces conférences organisées par la Sorbonne, donc dans un cadre effectivement où on enseigne, où il y a des parcours aussi pédagogiques particuliers, vous dites que vous avez aussi appris énormément de choses en autodidacte. Hein. Absolument. Ouais. Donc pour vous dire, moi à la base j'ai une formation, donc j'ai fait 2 ans de multimédia, mais vous savez, c'est ces diplômes, c'était services et réseaux de communication, donc ça veut tout et rien dire, on touchait un peu à tout, un peu à du code, un peu à des logiciels de PAO, hein, donc de graphisme. Et donc là c'est là que j'ai compris que j'avais un intérêt pour les métiers créatifs, donc c'est là que j'ai fait art appliqué. Mais du coup, une école, donc art appliqué, c'est tout simplement la manière française de dire design, hein. Mais c'était une école très traditionnelle, donc ce qu'on appelle le print, vraiment le graphisme print, donc affiches, magazines, etc. etc. Et donc, effectivement, j'ai vraiment adoré ce monde-là, mais je me suis retrouvé très rapidement frustré, notamment parce qu'il y a un truc très traditionnel dans le graphisme où on avait déjà des logiciels comme Processing qui permettaient de faire ce qu'on appelle du design génératif, donc de générer des images fixes ou animées à partir de code. Je trouvais ça extrêmement intéressant, mais bon, c'était pas du tout le milieu de l'école et je voyais pas trop d'écoles qui enseignaient ça. Donc j'ai commencé à apprendre ça, je suis tombé sur l'électronique interactive qui fonctionne un peu sur le même principe, la fabrication numérique, donc des coupes laser, etc., qui permettent finalement de pouvoir fabriquer énormément de choses avec, sans avoir des compétences en artisanat ou quoi que ce soit. Ouais. Donc voilà, toutes ces choses se sont enchaînées et effectivement tout ça je l'ai appris dans mon coin. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était très intéressant. Ouais. Fabrice Hibert, vous avez un parcours académique, vous, ou pas, au départ? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Enfin, j'ai fait l'école d'art, une école d'art à Nantes. J'ai fait en Angleterre aussi, à Norwich. Et avant, j'ai fait des mathématiques, maths sup, enfin voilà, des choses basiques. Ouais. Ça m'a permis d'avoir aussi une envergure de. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir les choses. Quand je découvrais des artistes contemporains qui faisaient des choses qu'on voyait pas dans les livres et qui étaient très contemporains. Et ça me passionnait parce que je me disais, c'est des espaces de liberté que je ne connais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, quoi. J'avais envie de fabriquer des choses, de réaliser des choses qui puissent être un peu en dehors, un peu entre les choses, entre les milieux. Ça c'est une chose qui m'a nourri depuis le départ, en fait. Ouais. Ce mot de fabriquer, ce verbe de fabriquer, il est très important dans votre parcours comme dans celui d'Arthur d'ailleurs. Hein. Je vois ça justement, ça c'est très important. À partir du moment où les choses sont faites, eh ben, on se fabrique nous-mêmes à partir de ça, en fait. Notre corps se fabrique, notre corps, nos prothèses se mettent en place à ce moment-là et notre corps entier, quoi. Et on fabrique, et à ce moment-là, les autres s'intègrent petit à petit à notre univers, en fait.
on fait partie de tout ça. Et en fait, on crée chacun nos mondes comme ça. Voilà. Ouais. J'ai fait des études. Toutes les études, en fait, j'ai jamais créé de rupture à partir du moment où je changeais d'attitude, de milieu. En fait, je me nourrissais de ce que j'avais déjà vu. Ça, c'est clair. Il faut jamais faire de rupture. Arthur Baud, est-ce que justement le travail que vous menez aussi avec des entreprises, ça vous a permis de fabriquer vous aussi des choses très concrètement? Vous voulez dire au sein? Oui, en travaillant en direct. En tout cas, de concrétiser des choses que vous n'auriez peut-être pas pu faire sans l'aide de ces entreprises. Alors, oui et non, dans le sens où, est-ce que ça m'a aidé dans mon travail personnel? Oui, par des rencontres, en rencontrant voilà, de différents écosystèmes que je ne connaissais pas. En revanche, par contre, sans nourrir directement mon travail, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle des formats sprint ou atelier avec des entreprises où en fait en 3 jours, 4 jours, 5 jours, on va faire un projet en très accéléré en faisant un prototype. Un prototype de ce projet qui peut avoir plusieurs formes, ça peut être physique comme étant un prototype d'application ou plein de choses, c'est un format très à la mode en ce moment. Et là, effectivement, en faisant travailler des personnes internes à l'entreprise, mais aussi des designers et des artistes, souvent mélangés dans ces formats-là, là, on crée des choses et on commence à faire un pas à côté dans le déroulé classique d'une entreprise. Et là, il y a des choses vraiment intéressantes qui se créent, qui m'ont pas forcément directement enrichi, mais qui deviennent pour moi très intéressantes. Ouais. Mais pourquoi vous avez fait appel aux entreprises, alors, exactement dans votre parcours? C'est un peu un hasard, en fait. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je suis tombé sur une entreprise qui faisait ce genre de format et qui vendait justement ces méthodes maker appliquées au monde de l'entreprise, clairement. Donc, qui travaillait avec des grands groupes principalement. Et finalement, moi, je découvrais à peine ce monde-là et je me suis dit, tiens, j'ai besoin de travail, ça a l'air intéressant et je suis tombé comme ça là-dedans. Après, j'y suis pas resté très longtemps, j'y suis resté 3 ans parce que c'est une mission que je trouve très bien d'essayer de changer les pratiques des entreprises, mais ce sont tellement des géants avec des rouages à l'infini que ça paraît très compliqué de les faire bouger. Moi, je trouve ça toujours agréable de faire des missions de temps en temps là-dessus, mais consacrer mon temps à ça, c'est un travail qui me paraît assez énorme, et je préfère aller dans d'autres directions, notamment l'éducation, où je donne beaucoup de cours maintenant. Ouais. Arthur, vous me disiez en préparant justement cet entretien que quand même le travail avec les entreprises vous avez permis quand même d'avoir une liberté aussi pour votre travail purement créatif, et que vous n'auriez peut-être pas pu faire ce que vous vouliez sans cet apport. Absolument. Donc moi j'ai un fonctionnement assez particulier où voilà, clairement, je ne peux pas vivre de mon travail artistique, ce qui est très compliqué de manière générale, de vivre d'un travail artistique. J'aimerais le faire à l'avenir. Donc du coup, j'ai un fonctionnement qui est, je vais travailler avec des entreprises ou avec des écoles en donnant des cours sur la majorité de mon temps, et je vais prendre le temps qui me reste pour le consacrer à mes travaux personnels. Ce que beaucoup d'autres gens font, évidemment. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, moi j'ai besoin d'une très grande liberté, donc j'autoproduis quasiment tout ce que je fais. Donc au mieux, je me rembourse sur ces projets-là. Enfin non, au mieux, ça me rapporte un peu d'argent, au pire, je me rembourse. Ouais. Mais donc même si ça ne me permet pas de vivre directement, les gens viennent me chercher pour ça. Dans des missions, voilà, que ce soit professionnelles ou d'éducation, parce que j'ai ce côté artiste, designer, maker qui est très, voilà, ce côté très créatif que les gens recherchent. Donc finalement, voilà, je ne peux pas en vivre directement, mais c'est une aide très importante à mon revenu, effectivement, et à ma pratique professionnelle, en fait, parce que ça apporte aussi beaucoup de richesse. Ouais. Est-ce qu'on peut voir 1 ou 2 exemples de ce que vous créez, de ce que vous fabriquez, de ce que vous imaginez, à la fois en tant qu'artiste ou en tant justement qu'entrepreneur ou maker? Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer, par exemple? Alors, on peut commencer… Ah ben ça, c'est un très bon exemple, où on peut faire sortir un peu les entreprises de leur schéma habituel. Donc ça, c'est un travail qui a été mené avec Erasme, qui est une structure assez unique en France, je pense. Donc c'est rattaché à la métropole de Lyon, c'était la région Rhône avant. Et c'est vraiment un labo d'expérimentation numérique dédié, que possède la métropole, et dédié à expérimenter sur plein de choses sur les citoyens de la métropole et le numérique. Donc ici, on a travaillé avec Keolis Erasme, donc Keolis qui est fabricant de matériel roulant, si je ne dis pas de bêtises, TCL qui donc est le réseau lyonnais de transport, et d'autres partenaires. Donc là, on a essayé d'imaginer sur plein de thématiques différentes quel est l'avenir des transports en commun. Donc nous, on avait une thématique, donc on était une équipe, c'est toujours ces équipes pluridisciplinaires, on était 2 artistes, une personne de Keolis et 2 autres personnes.
Et donc là, on réfléchissait à comment, voilà, comment des échanges peuvent se créer dans les transports, comment c'est autre chose que seulement voyager. Donc là, on s'est dit, bah, attends, on va aller sur la thématique de la rencontre. Mais évidemment, bon, parfois vous êtes dans le métro, vous lisez un livre, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous taper sur l'épaule. Donc là, on s'est dit comment suggérer de manière très douce une rencontre qu'on n'est pas obligé d'avoir. On a eu l'idée d'un petit jeu, donc en projetant une image, si vous voulez, sur le plafond du bus. Donc c'était une image animée. Et donc on avait rendu les poteaux conducteurs, donc les poteaux sont en métal. Donc quand on les touchait, ça faisait comme un bouton. Et vous créez une interaction dans le jeu. Et donc moi, je m'appuie au poteau, je crée une interaction, la personne d'en face le fait aussi, on s'aperçoit qu'on peut interagir tous les deux. Donc voilà, peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être qu'il se passera quelque chose, un début d'échange, donc c'est là que ça devient intéressant. Et là, on est d'accord que bon, dans un comité directeur classique, on n'aurait jamais pu sortir ce genre de projet. Là, ce sera peut-être jamais implémenté évidemment, mais en tout cas, ça permet vraiment de sortir et de faire des choses voilà, qu'on ne peut pas du tout imaginer dans un schéma classique d'entreprise, où là on a pu faire un pas de côté et avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Allez, rapidement encore un ou deux exemples qu'on voit un petit Alors très rapidement, celui-là je vais essayer de le résumer très vite. Ça c'était peut-être le plus extrême avec une entreprise, mais qui était extrêmement intéressant. Ça s'appelait +3 degrés, déformation à l'autruchement. Donc c'était ce qu'on appelle du design fiction, donc on vous projette dans un avenir. Donc là c'est une entreprise qui venait simplement pour une formation sur le développement durable. Avec l'accord de leur direction, on leur a proposé ça, mais les salariés n'étaient pas du tout au courant qu'on allait faire ça. Ils pensaient venir pour une formation assez bateau. Et donc, on les a fait rentrer dans une capsule de design fiction, ce qu'on appelle le design fiction, si on va vraiment s'inspirer de la science-fiction pour se projeter dans l'avenir et créer de nouvelles choses. Et donc là, on les a mis dans... ils étaient entourés de ce qu'on appelle d'artefacts, qui leur suggéraient plusieurs avenirs dus au réchauffement. Et voir comment ils allaient pouvoir se débrouiller là-dedans. Et en fait, il y avait aussi des acteurs qui étaient parmi les personnes de l'entreprise et donc qui se faisaient passer pour des salariés. Et donc c'était très frontal comme confrontement. Et en fait, à la fin, les salariés en ont redemandé, ce qui était assez impressionnant. Donc voilà, là, ça permet d'inventer des formules qui vont mêler plein de choses. On voit de la fabrication d'objets, du scénario, des acteurs, etc. Plein de domaines artistiques, scientifiques et professionnels, donc pour arriver à des choses assez uniques. Voilà. Et un dernier exemple? Un petit dernier, ouais. Donc ça, c'est un travail complètement artistique. C'est ma dernière installation qui s'appelle le chlorotrope. Donc mot à mot le vert qui tourne, hein, la couleur verte. Donc c'est inspiré des premières machines d'animation, les phénakitiscopes et autres zootropes, qui créent de l'animation par un mouvement circulaire. Là, c'est vraiment un hommage à ces premières machines où on projette des lasers dans de la brume d'eau. Et donc, la rotation va créer une animation très minimaliste, en fait, qui est sans cesse renouvelée et sans cesse différente, parce que le nuage de brume est toujours différent. Et voilà, donc encore travail de l'image, cette fois très très minimaliste, parce que c'est que de la lumière. Mais voilà, ça représente vraiment ce que je disais, d'un côté, un travail sur les lumières, d'autre sur les machines, et essayer d'inventer des machines qui n'existeraient pas dans un cadre professionnel, parce qu'elles ne sont pas du tout... optimisé, mais du coup beaucoup plus sur la liberté totale de construction. C'est quasiment, je ne sais pas Fabrice si vous voyez l'image, c'est quasiment le verre Ibert ça, hein? Ah carrément, oui. Le laser c'est le verre Ibert. Exactement, c'est votre couleur, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Ce sera un double hommage du coup. Exactement. Arthur, pour terminer, pour tous les étudiantes et toutes les étudiantes et les étudiants qui nous suivent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement sur... ce processus, quand on voit un parcours comme le vôtre qui est assez atypique quand même, quand on est dans une université, qu'on a plein d'imaginaires, qu'on a des envies, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement? Alors, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas se sentir, moi je vois des étudiants en plus maintenant, enfermés dans les cases que veut nous donner l'école, surtout dans des facs où on est encore dans des grosses structures où c'est compliqué parfois de se projeter. Il ne faut absolument pas avoir peur d'être ce qu'on est et de ne pas être uniquement scientifique ou uniquement entrepreneur ou uniquement autre chose. Maintenant, on a plein de manières d'apprendre différemment, autrement et de passer par la petite porte. Il y a un Fab Lab qui est exceptionnel ici, je pense qu'il est encore en activité, qui permet d'expérimenter plein de choses de manière différente. Il ne faut vraiment pas avoir peur de rester dans un environnement très traditionnaliste et d'expérimenter. Ça vous fera plus grandir que finalement en se frustrant soi-même. Ouais. Donc il faut oser l'aventure. Voilà, il ne faut pas avoir peur de passer par la petite porte pour arriver à de grandes choses. Allez, on va voir un autre exemple très intéressant. Alors là, avec deux membres justement de la Sorbonne, c'est le Théâtre Antique d'Orange qui vous a réunis en mettant vraiment au point des méthodes de calcul au service de l'archéologie. Donc
le mathématicien avec l'archéologue. On pourrait presque résumer un petit peu les choses rapidement comme ça. Est-ce que d'abord, vous pourriez nous présenter en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites pour qu'on comprenne bien comment vous avez été amenés à collaborer ensemble? Emmanuelle Rosso, peut-être pour commencer. Oui, alors moi j'ai un parcours très classique. Je viens des lettres à l'origine et puis j'ai progressivement migré, si on peut dire, vers l'archéologie et l'histoire de l'art. Donc l'image, évidemment, me préoccupe depuis toujours et parmi les chantiers dont j'ai eu à m'occuper en équipe déjà, il y avait le théâtre d'Orange, qui est effectivement ce monument classé à l'UNESCO. On peut peut-être le voir d'ailleurs tout de suite. Qui est effectivement tout à fait exceptionnel par son état de conservation. C'est un des 3 théâtres romains les mieux conservés au monde. Donc évidemment, il a cette qualité tout à fait éminente d'objet patrimonial extrêmement prestigieux et extrêmement impressionnant. Mais qu'il est difficile d'étudier précisément à cause de cette ampleur extraordinaire des vestiges. Donc après avoir travaillé de manière extrêmement traditionnelle avec des architectes, des archéologues et des historiens de l'art pendant plusieurs années sur ce monument, on en est arrivé à une forme d'impasse en fait, c'est-à-dire qu'il devenait difficile avec ces moyens traditionnels de travailler et d'avancer, de progresser dans nos hypothèses. Et donc, à partir de là, nous avons essayé d'entamer le tournant numérique dans l'étude de ce théâtre. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu l'idée de proposer une collaboration dans le cadre d'ailleurs qui avait été proposé par Sorbonne Université à ce moment-là, qui était précisément d'interagir et donc de dépasser un petit peu les frontières disciplinaires. Ouais. Et donc à ce moment-là, l'ISCD est arrivé comme étant le premier et le meilleur candidat pour pouvoir monter ces collaborations. Donc l'Institut des sciences du calcul et des données. Et des données, voilà. Et dont Pascal Fray était déjà directeur. Et nous avons entamé comme ça notre premier projet. Alors justement, Pascal Fray, c'est vraiment la vocation effectivement de cet institut, c'est de pouvoir établir des passerelles entre des disciplines ou des sciences qui n'auraient jamais travaillé ensemble autrement. Oui, c'est remettre l'université dans sa vraie dimension, dans sa vraie perspective. Très souvent, on conçoit l'université à contre-cœur, j'ai envie de dire, comme des silos verticaux, des silos disciplinaires qui sont très cloisonnés, qui ne discutent pas les uns avec les autres et qui ne bénéficient pas d'un enrichissement mutuel. Et voilà, à l'occasion de ce genre de rencontres. Donc là, évidemment, il y a une dimension qui est encore plus forte parce que ça concerne du patrimoine. Donc ça décloisonne d'autant plus les mathématiciens que nous sommes, parce que c'est clairement pas le genre de sujet auquel on est exposé. Autant l'industrie automobile, l'industrie aéronautique ou toute autre industrie manufacturière peut nous solliciter pour qu'on réfléchisse à l'optimisation de pièces, etc. Ouais. Autant on était relativement peu exposé à ça. Ouais. Alors ça change énormément, mais là, bon, ce qui nous rassemble, c'est tout ce qui est le lien entre art, patrimoine et mathématiques et disons art numérique. Voilà, là c'est vraiment une dimension bien plus importante que celle qu'on aurait pu côtoyer autrement. Et je vais peut-être rajouter que ça implique évidemment d'autres disciplines que les simples mathématiques, j'ai envie de dire, si tant est qu'elles soient simples. Alors, notamment parce qu'on a mené des études sur la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, l'acoustique. On a recréé l'acoustique virtuelle du théâtre. Voilà, donc on y convie autour de ce festin scientifique un grand nombre de convives. Ouais. Donc l'idée, c'est d'éviter l'hyperspécialisation des disciplines avec l'Institut, donc rencontrer des chercheurs avec lesquels on ne travaille pas d'habitude. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez besoin, Emmanuelle Rosso, du numérique pour ce travail sur le théâtre antique d'Orange? Alors c'était quoi votre limite que les mathématiques ont permis de dépasser? C'est le théâtre que vous avez sous les yeux, ça n'est que l'armature en fait de ce qu'était le théâtre antique à l'origine, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui dépouillé de tout son décor de marbre et qui le plaquait intégralement. Et il est aussi dépouillé de toutes sortes de dispositifs qui étaient dans des matériaux périssables et qui ont aujourd'hui disparu. Alors j'avais besoin du numérique et donc de l'ISCD pour restituer les éléments disparus et pour reconstituer le décor en partie conservé, qui est un décor de marbre. Et donc, voilà, la loi de la pesanteur fait que le marbre, c'est très lourd, c'est très compliqué à déplacer. Et surtout, les fragments sont conservés dans des lieux différents. Donc, dès qu'on veut
proposer des hypothèses de restitution, eh bien, on est confronté à ces problèmes de déplacement, Et là, évidemment, la magie, si on peut dire, du numérique, c'est de s'affranchir complètement de cette pesanteur-là et de pouvoir faire des collages virtuels, des reconstitutions virtuelles, de restaurer les dispositifs disparus et donc de rendre à ce théâtre son aspect originel autant que possible, avec des hypothèses, bien sûr. Alors, quand vous dites ça, c'est toujours dans le cadre du numérique. Hein. Il n'est pas question de reconstruire le théâtre tel qu'il était à l'époque, mais pour la connaissance, de le proposer tel qu'il était. Hein, exactement. Au moment de l'Antiquité. Hein. Tout à fait. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça. Donc nous, on est dans des techniques non invasives, comme on dit, en restauration, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur le monument, heureusement, puisque nos hypothèses sont très certainement transitoires, donc il faut bien pouvoir évoluer aussi. Mais en revanche, ce qui est très important, bien sûr, c'est de pouvoir faire revivre ce théâtre antique tel qu'il était dans son état originel. Et ça, nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des designers 3D, des infographistes, des techniques du numérique pour les calculs qui sont très lourds, qui nécessitent en fait cet appui-là. Alors Pascal Fray, expliquez-nous justement, parce que lorsqu'on est confronté à un monument comme celui-là, on est aussi confronté à de la complexité, parce qu'il y a plein de facteurs, il y a à la fois la structure, il y a le son sur lequel vous avez eu envie de travailler, et ça, les mathématiques peuvent répondre absolument à tout ou pas ? Les mathématiques répondent à tout. Non, blague à part. On est confronté au quotidien en mathématiques à de la complexité. Mais c'est une complexité inhérente à la discipline. On travaille souvent dans des espaces de grande dimension que l'esprit humain a du mal à appréhender, etc. Mais on fonctionne en vase clos. On fonctionne pour les mathématiques, pour la compréhension des mathématiques. Je reprends l'expression qui a été donnée par M. Hibert tout à l'heure. On n'est pas, nous, en train de créer des territoires nouveaux, on est en train simplement d'explorer des territoires inconnus. Donc c'est un petit peu différent. Mais cette complexité, elle est intrinsèque. Quand on a la capacité avec les mathématiques de réduire à une simple équation ou à un ensemble d'équations des phénomènes extrêmement complexes. Donc, il y a une dimension très conceptuelle derrière tout ça. Et là, le défi majeur qui nous était proposé, c'est d'appliquer ces réductions, d'appliquer cette conceptualisation à quelque chose qui est instancié, qui est réel. Donc, on veut virtualiser le réel, mais en ne s'affranchissant pas d'un certain nombre de contraintes dont il faut tenir compte. On est obligé d'intégrer la dimension exacte du bâtiment, on est obligé de tenir compte des paramètres, des coefficients acoustiques, physiques, etc. Donc vous restez au plus près de la science. Donc on reste sur une démarche scientifique. Notre objectif, c'est d'aider et de faire progresser les disciplines à l'encan, enfin, c'est-à-dire pas une qui est au service de l'autre, mais vraiment un questionnement mutuel, réciproque, dual. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller vérifier, invalider ou valider des hypothèses qui auraient été émises. Donc voilà. Tout ça au service d'une connaissance sur un bâtiment et tel qu'il a été aussi dans son histoire. Hein. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et c'est tellement complexe qu'il faut faire tourner un supercalculateur. Pour ça, il y a des milliards de calculs. Comment ça se passe? Il y a plus que des milliards de calculs. Il y a presque des millions de milliards de calculs pour un objet comme celui-là. Là encore, les mathématiques ont une réponse à apporter. On fait donc en mathématiques de la modélisation, puis ensuite on fait de la simulation numérique, hein, tout ça faisant partie de ce qu'on appelle le calcul scientifique, avec l'usage in fine des gros ordinateurs. On a ici la chance d'avoir des gros ordinateurs à l'université. On a aussi des centres de calcul nationaux. Les mathématiques ont des éléments de réponse à apporter, c'est-à-dire qu'elles vous disent si vous voulez être précis au décibel près, si vous voulez être en capacité de calculer un bon écoulement de fluide, un tourbillon de vent ou autre chose, alors, compte tenu de la dimension du bâtiment, qui fait 130 mètres de façade, etc., il faut descendre à une résolution qui est centimétrique, voire millimétrique. Ben, vous faites une division, vous divisez quelques centaines de mètres pour atteindre des centimètres ou des millimètres, et ça vous donne le pas de discrétisation. Ce pas de discrétisation, en dimension 1, c'est quelques dizaines de milliers d'éléments. Qu'est-ce que c'est la discrétisation? La discrétisation, c'est la manière de transformer quelque chose qui est analogique en quelque chose qui est digital. Donc ça veut dire que pour nous, c'est un échantillonnage du bâtiment de manière à ce que l'ordinateur puisse l'intégrer, puisque l'ordinateur a horreur du continu. L'ordinateur est quelqu'un, contrairement à nous, de discret. Mais du coup, voilà, il faut lui donner des chiffres avec des valeurs finies.
qu'il est en mesure d'appréhender. Voilà. Et donc la dimension et la complexité viennent du requis de précision que l'on souhaite obtenir, qu'on est capable de prédire sur les résultats de cette simulation numérique. Est-ce que Manuel Rosso, les mathématiques ont répondu à toutes vos questions alors, pendant le parcours justement de collaboration? Alors, je répondrai non, et heureusement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... nous savons que nous sommes un jalon dans un très long parcours qui heureusement va continuer et continuer de progresser avec l'amélioration de ces techniques-là et des puissances de calcul afférentes. Mais ils ont répondu à beaucoup de questions et surtout, ils nous ont permis de nous en poser beaucoup d'autres. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que, évidemment, lorsqu'on doit faire des choix pour produire finalement ce produit fini qui est à l'entre-deux entre l'artistique et le scientifique, puisqu'il faut donner quand même un aspect visuel relativement, esthétiquement agréable malgré tout. En faisant des choix, on est obligé de se poser la question de ce qu'il y avait et de ce qui a disparu. Et là, évidemment, on réenclenche la machine à poser des questions d'une certaine façon. Et donc, c'est vraiment une interaction permanente où on s'ajuste réciproquement tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement passionnant du point de vue, qui est une vraie aventure scientifique et qui est stimulant pour tout le monde. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, je sais que vous avez aussi travaillé sur les incendies dans la Rome antique. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on essaie de recréer exactement? Alors, ce n'est pas moi qui travaille sur l'incendie. Moi, j'encadre seulement un doctorant qui est inscrit sous notre direction commune d'ailleurs. Mais il travaille effectivement sur la propagation des incendies dans la ville de Rome antique. Puisque nous savons par différentes sources que l'incendie est un phénomène urbain majeur. Rome brûle périodiquement. Ouais. Et évidemment, c'est à la fois un traumatisme et un facteur qu'il faut intégrer finalement à l'évolution de la ville. Donc on ne peut comprendre finalement l'évolution de la Rome antique que si on comprend la manière dont on a géré et dont on a finalement pu refaire une ville après des incendies. Donc l'idée là, c'est de mobiliser véritablement à la fois la modélisation et la simulation, exactement comme sur le théâtre d'Orange. Donc on a ce double axe. Alors que simule-t-on? Eh bien on simule la propagation des incendies dans la ville, la vitesse, la nature des matériaux touchés, la manière dont ça va se propager plus vite dans tel ou tel bâtiment, comment ça va se propager d'un bâtiment à l'autre. Alors tout ça, ça permet évidemment de connaître mieux, de se familiariser avec cet objet historique un petit peu étrange qui est effectivement quelque chose qui nous échappe très, très largement d'habitude, c'est-à-dire la destruction de la ville. On parle toujours de construction. Il faut réfléchir aussi à la destruction. Et du coup, ça a été là encore un travail de collaboration extrêmement difficile parce que les calculs sont très gourmands, sont très longs. Il y a eu des impasses, il y a eu des réussites, c'est encore en cours et on espère continuer. Mais Pascal Fray, étudier les incendies du passé dans la Rome antique, est-ce que ça peut aussi nous permettre d'apporter des réponses à des problématiques contemporaines? Je pense par exemple à Notre-Dame de Paris, lorsqu'elle brûle au sein de Paris, de la capitale. Est-ce que ces recherches-là peuvent vous permettre d'apporter des réponses aussi? La réponse est oui. La réponse est oui, c'est-à-dire que les modèles de combustion qui sont mis en œuvre sont connus de longue date. Par contre, là, on les adapte, on les caractérise aux matériaux du passé. Mais bien évidemment, les logiciels qui sont développés, les algorithmes qui sont produits, les programmes qui tournent sur des grosses machines, bénéficient de toutes ces études-là. Et par exemple, le logiciel de combustion qu'on utilise est utilisé ou a été utilisé par des experts pour comprendre l'incendie récent de la tour de Londres qui a fait malheureusement une centaine de victimes il y a quelques années. Et donc c'est le même algorithme qui tourne, disons, avec des paramètres évidemment et sur une architecture différente, mais conceptuellement ça bénéficie des mêmes travaux. Donc oui, on pourrait l'appliquer à Notre-Dame. Il y a déjà d'autres équipes qui sont sur Notre-Dame, mais oui. Donc on comprend bien le travail artistique, le travail scientifique. Où est l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi le sujet de notre discussion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des applications concrètes à vos travaux? Comment vous vous situez là-dessus? Pascal Fray, peut-être? Alors, en mathématiques appliquées, dites appliquées, on a effectivement un certain nombre de méthodes, voire de logiciels qui sont maintenant diffusés. Alors, sous un format ou un autre, on diffuse énormément ici en format open source, open data, etc.
Donc là, on rétrocède le plus possible à la communauté scientifique les développements qui sont faits à l'Institut ou avec nos partenaires. Sur des aspects plus d'histoire de l'art, d'antiquité, etc., il y a moins de transferts vers les entreprises, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il y a moins d'entreprises qui gravitent dans ce secteur-là. Voilà. Après, j'ai envie de dire aussi que l'Institut, sa raison d'être, c'est essentiellement de favoriser ses recherches aux interfaces entre les disciplines. Son objectif n'est pas forcément le transfert in fine. Bon, si on peut le faire, tant mieux. On a créé des spin-offs dans d'autres domaines, notamment la chimie moléculaire, pour valoriser des travaux qui avaient été faits, mais là, en l'état, ça mais vous me disiez en préparant justement la conférence que vous pourriez travailler par exemple pour des jeux vidéo, parce que c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans les jeux. Là, voilà, la dimension visuelle est quelque chose qui, par ailleurs, retrouve un écho dans le domaine du jeu vidéo. Il y a des tas de jeux, on ne va pas citer des grandes entreprises françaises qui travaillent dedans, mais tout le monde a en tête d'avoir vu les pyramides d'Égypte, le monde grec, etc. Paris au Moyen-Âge, être immergé dedans permet d'appréhender un peu la vie au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une dimension qu'on travaille. Et l'objectif qu'on a, c'est de ne pas perdre de vue la recherche scientifique sur laquelle a été construit le projet, mais de pouvoir justement être immergé dans un quartier de la Rome antique en train de brûler et d'appréhender la dynamique de cet incendie, de voir où le feu naît, comment il se propage, etc. Dans une dynamique un petit peu similaire à celle des jeux vidéo. Oui. Avant de passer à Fabrice Hibert qui nous attend en Vendée, un mot pour les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent. Emmanuel Rousseau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire il faut vraiment jouer le jeu de l'ouverture. Et ici, on est dans un contexte qui est tout à fait favorable à ça, avec des facultés de sciences, de lettres qui cohabitent et qui permettent ça. Il ne faut pas oublier que l'université, c'est étymologiquement, c'est tous ensemble, et être tous ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, et il faut au contraire essayer d'élargir le plus possible ses horizons et ne pas rester cloisonné, en effet, dans sa discipline de départ, mais toujours essayer d'être ouvert au dialogue, y compris avec ce qui nous semble le moins proche. Voilà. Pascal Frey, j'ai vu que vous parliez du savant universaliste. C'est un peu de ça dont il s'agit aussi, non ? Oui. Un très grand scientifique, un chimiste de renommée, Edwin Chagrave, disait toujours que dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Et je crois que c'est vraiment ça qui doit nous animer. C'est-à-dire que la dimension exploratoire doit rester là. Donc s'il y a une dimension exploratoire, il y a une dimension de gourmandise, d'appétit. On fait des choses par envie, on ne les fait pas par nécessité. Et c'est comme ça qu'on explore le mieux, je pense, toutes ces dimensions de la recherche. Fabrice Hibert, puisque vous êtes notre dernier invité. Quand vous étiez étudiant, vous justement, dans les années 80, quand vous avez commencé avec vos premières créations, et on va en parler, qu'est-ce que vous disiez justement? Quelles envies vous aviez? Quels rêves vous nourrissiez? En fait, moi, j'explorais déjà ma pensée, mon corps, mes désirs de faire des choses, découvrir des choses, ça c'est absolument vrai. Et puis après, à un moment donné, j'étais très vite confronté à comment les faire et comment arriver à aboutir pour faire un objet. Par exemple, je me souviens très bien quand j'avais, à un moment donné, je voulais faire, il y a 2 œuvres qui sont au tout début, il y en avait une qui était 1 mètre carré de rouge à lèvres. Je voulais absolument couvrir 1 mètre carré d'un morceau de bois de 1 mètre de rouge à lèvres, parce que, je sais pas, il y avait une chose d'incompréhensible ou d'oser, d'un peu culotté comme ça, et puis de mesurer la beauté, enfin, une image, une idée de la beauté. Je trouvais ça pas mal, et puis c'était encore en référence aussi à des œuvres de Kupka sur le baiser, sur la gigolette, et puis une œuvre de Edouard Munch sur le baiser, avec gravure sur bois. Donc tout ça mélangé faisait que j'avais envie de faire ce mètre carré de rouge à lèvres. Et je n'avais pas l'argent pour acheter des rouges à lèvres, donc je suis quand même allé à Nantes, j'étais à Nantes à l'époque, et dans une boutique de cosmétiques, et j'ai demandé à la dame qui servait combien couvrait un tube de rouge à lèvres, évidemment. Et puis, donc j'ai acheté un tube de rouge à lèvres, j'ai fait un investissement. Et puis après, comme j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts, j'ai demandé j'ai créé une lettre à la même fabrique de rouge à lèvres pour recevoir une 20aine de tubes que j'avais mesuré que ça pouvait coller à peu près pour 1 mètre carré. Et ils m'ont envoyé gracieusement les 20 tubes. Je me suis dit, bon, voilà, c'était une façon de partager. Je me suis dit, c'est un espace de liberté tout d'un coup que l'entreprise me donne pour créer mon œuvre.
Donc, je l'ai fait. Et évidemment, le mètre carré était là. Après, il fallait en faire quelque chose. Et la même année, j'avais dessiné toute la nuit la lune, toute la lune qui montait dans le ciel et qui tombait. Comme ça, j'ai fait 150 dessins, une œuvre complètement immontrable. Puis après, en fait, ça m'a donné toutes ces choses-là. Ça donne des ouvertures en permanence, des choses en permanence d'ouvrir, en permanence, en essayant de voir avec des experts dans des domaines différents, soit en sciences, en mathématiques et tout ça, mais aussi des ingénieurs. Moi aussi, en vivant comme ça, en étant artiste, en jeune artiste à l'époque, je m'apercevais quand je voyageais que les grands chefs d'entreprise étaient souvent qui inventaient des systèmes, qui étaient souvent des ingénieurs ou des chercheurs qui, tout d'un coup, ont trouvé qui ont fait une trouvaille et ont su le développer, en faire une énorme entreprise. Il y a plein d'exemples. Danone, par exemple, c'en est une au départ. Mais il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Et donc, je me suis dit, il y a des ouvertures. Il y a forcément un créateur. Un créateur, on est soit scientifique, soit entrepreneur. Donc c'était tout ce mélange-là faisait que j'avançais comme ça. Après, quand j'étais jeune artiste, j'étais sorti de l'école des Beaux-Arts. Je voulais absolument faire un autoportrait. Et mon autoportrait, c'était, je voulais être incernable comme une petite savonnette dans le bain. Mais pour être le plus incernable du monde, je voulais faire être le plus gros savon du monde. Donc, comment faire le plus gros savon du monde? Alors, à ce moment-là, je me suis tourné vers une entreprise de savonnerie. Alors après puis la deuxième ça a fonctionné. Et tout d'un coup, je me suis confronté à une entreprise qui était en train de faire une sorte de joint venture entre 3 lieux d'entreprise. Et puis, ils avaient besoin de communication interne, des mots que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et puis, à un moment donné, ils m'ont demandé de participer à un événement et j'ai proposé de faire le plus gros savon du monde. Est-ce qu'on a l'image d'ailleurs, Fabrice, ou pas? Non, je n'ai pas. Je peux vous en montrer une comme ça. Là, hop, voilà, j'en ai une. Là. Voilà. Ah ben voilà. Donc ça, c'est un savon. Ça, c'est un savon qui est moulé dans une bête de camion qui fait 22 tonnes. Là, il est mis sous une bulle de Hans Walter Müller, un architecte qui fait des gonflables, c'est extraordinaire. Et ce savon, il a fait le tour d'Europe pendant 4 ans. Il est dans les supermarchés, il allait devant les supermarchés. Il y a une petite communication locale qui se faisait avec le plus gros savon du monde arrive sur le marché Intel. Et ça me faisait des partenariats en plus avec des entreprises là. Et en fait, ça me permettait de produire quelque chose qui était, on ne sait pas, une œuvre, un objet, un truc comme ça. Et en fait, ça donnait une nouvelle forme d'œuvre, en fait, que j'ai développée par la suite, beaucoup. En créant ma entreprise, que j'ai créée en 1994, j'ai créé une entreprise qui s'appelait UR, Unlimited Responsibility, parce que je pense que l'artiste a une responsabilité illimitée, et non pas il dépasse tout seul dans sa mansarde, mais au contraire, c'est un modèle, donc il doit faire attention à ce qu'il fait, en fait. Donc, c'est un modèle, il ouvre des portes, donc c'est un peu complexe. Et donc, j'ai créé cette entreprise qui s'appelle UR, Unlimited Responsibility, et j'ai produit pendant une douzaine d'années beaucoup, je mettais de l'argent de mon côté pour produire pour d'autres artistes en faisant des échanges avec des entreprises. Et ça s'est très bien développé. Maintenant, j'ai créé une école à partir de ça, qui s'appelle Les Réalisateurs, où j'apprends aux jeunes artistes avec des partenariats avec des étudiants en école de commerce ou de Master 2 ou des choses comme ça pour développer de la production d'œuvres. Parce que je pense que c'est là où les espaces de liberté sont ouverts, en fait. Ouais. Arthur Beaune, justement, sur l'enseignement et la pédagogie, parce que vous êtes aussi formateur, c'est aussi un autre pan de votre activité. C'est important aussi, comme Fabrice Hibert, de transmettre au fond. Mais qu'est-ce qu'on transmet quand on est artiste, quand on est dans des milieux aussi impalpables que ceux que vous nous décrivez là? Alors, justement, c'est compliqué. Déjà, on essaie de transmettre, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'essaie de transmettre, de briser les frontières, justement. Donc, finalement, là, j'enseigne à Sciences Po chaque semestre sur un cours de culture numérique et au pôle design de Villefontaine, donc là, qui est une école de design. Mais effectivement, moi, j'ai justement un cours qui porte assez bien son nom, c'est outils d'expression numérique. Et en fait, d'apprendre en premier aux élèves à briser les ponts, à briser ces ponts qui sont non mais moi j'ai plus une pratique plastique, j'ai peur de ces outils numériques, de leur montrer que non, c'est qu'un outil comme un pinceau ou un marteau ou quoi que ce soit, et qu'il suffit d'apprendre à les utiliser et pas les voir comme
un outil informatique destiné aux geeks, etc. Donc ça, c'est la première chose vraiment à comprendre, ces nouveaux écosystèmes, et surtout qu'ils peuvent se mélanger, ça c'est extrêmement important. Fabrice Hibert, vous vous revendiquez vraiment comme artiste entrepreneur, parce que j'ai l'impression que c'était fait pour vous dès le départ, quoi. L'art, la science, les entreprises, vous êtes jeté là-dedans, vous, hein. Disons que même j'ai mis en place pas mal de protocoles par rapport à ça, oui. Pour l'entreprise, c'était une façon en fait, au départ, c'était dans un texte que j'avais écrit quand j'étais en Allemagne, à Stuttgart. J'avais écrit un texte qui s'appelait 1 - 1 = 2, et voilà, les mathématiques déjà. Enfin, inventer une mathématique nouvelle. Et puis, dans ce livre, je parlais d'un projet. À chaque dessin, en fait, il y avait une entreprise. Et à chaque fois que je dessinais quelque chose, en fait, le dessin, c'est un projet. C'est toujours un projet, quelque chose. C'est pas quelque chose qui existe déjà. Je ne vais pas dessiner un verre. Je dessine une idée, un projet, une attitude, un comportement possible, un vrai projet. Et en fait, à chaque dessin, je peux imaginer qu'il y a une entreprise qui naît. Mais ça, Fabrice Hibert, c'est quoi? C'est votre côté businessman ou ça sert avant tout votre art, hein? Non, c'est pas le côté businessman, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne marchent jamais, hein. C'est juste l'histoire de créer quelque chose, de créer un système, de créer une situation qui peut permettre de fédérer des gens, d'être justement de casser des ponts, d'imaginer une forme nouvelle, en fait. Entreprise, c'est les choses qui sont entre deux images. Par exemple, entre deux images, c'est une chose qui est une sorte de chose encore molle, qui est pas forcément, qui est invisible. Voilà. Une chose qui est invisible, qui est entre les choses et qu'il faut créer. Et pour moi, entreprise, c'est plus que ça qu'une société anonyme. Vous savez. Ouais. On parle de casser des ponts, mais j'ai l'impression qu'on jette plutôt des ponts, Emmanuelle Rousseau, non? Ah oui, c'est vraiment, on jette des ponts entre toutes ces pratiques, en fait, hein. Ce sont toujours des pratiques, et ça, il ne faut pas oublier, hein. Le numérique, ça n'est pas s'éloigner du terrain ou du réel, hein. C'est communiquer de façon différente avec ce réel-là, et c'est une invitation à y retourner. Ouais. Enfin, en tout cas, pour nous qui ne sommes pas des artistes en tant que tels, hein, mais plutôt voilà, qui venons des pratiques scientifiques. Mais oui, des passerelles très larges, le plus large possible, et j'espère que nous n'avons pas encore tout exploré de ce point de vue-là. L'acoustique, c'était quelque chose d'assez inattendu pour nous, hein, tous les deux d'ailleurs, je pense. Voilà, donc on ajoute des dimensions, des sens différents. Et puis cette approche, voilà, ça fait partie, hein, polysensorialité et intégrée à l'histoire et à une culture du passé finalement. C'est très important parce qu'on parle de langue morte, de culture morte. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on récuse complètement. Il y a des moyens de le faire revivre et même si c'est imparfait, on peut quand même tenter la chose. Ouais. Fabrice Hibert, moi j'ai l'impression qu'il y a une gourmandise, un appétit chez vous, il y a une curiosité comme chez Arthur d'ailleurs, il y a une liberté revendiquée parce que vous voulez tout explorer, tout vous intéresse. La science, depuis le départ, encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque là vous avez un projet autour des bactéries et des virus, vous avez beaucoup travaillé aussi avec l'Institut Pasteur. La Covid, pour vous, ça a été aussi finalement une séquence qui vous a inspiré quelque chose? Oui, bien sûr, là, il y a beaucoup de questions là. En fait, la Covid, c'était très intéressant, en même temps c'était très stressant, mais c'était intéressant de se recentrer sur des choses, de savoir que, en fait, il fallait prendre en soi ce qu'on avait envie pour vivre, en fait. On était vraiment reconcentré voilà, sur soi. Et en fait, il fallait retrouver, moi j'avais l'impression de me retrouver au moment où je voulais absolument découvrir où il était ma part d'art. Au départ, quand j'étais jeune artiste, je voulais découvrir des choses et puis je voulais inventer un système, enfin des trucs, je sais pas quoi encore. Et je voulais savoir où était ma part d'art. Et en fait, je pense que c'est la part de créativité à un moment de la Covid était importante pour tout le monde. Parce qu'on a vu, parce qu'on a vu même les gens qui racontaient des histoires drôles ou faisaient des vidéos marrantes ou créaient des systèmes un peu différents ou allaient aider les gens dans la rue en masqué ou enfin bon, il y avait des tas de choses de créativité qui se sont mis en place là et ça c'était dur mais très bénéfique. Enfin moi ça m'a permis, j'ai une vieille maison que j'ai complètement réaménagée le temps du Covid parce que j'étais chez moi, j'étais obligé, j'avais pas de tableau chez moi donc j'ai peint sur tous les murs, vous voyez. Voilà ce que j'ai fait. Sur le mur de la maison, j'ai peint partout. Toutes mes histoires, j'avais pas d'autres moyens pour m'exprimer. C'était génial. Et voilà, c'est des choses comme ça. En fait, quand on est artiste, en fait, tous les moyens sont bons pour créer une œuvre, en fait. Sauf tuer. Ouais. Et les bactéries et les virus, alors, l'Institut Pasteur?
Les bactéries, les virus, en fait, depuis 2001, 2002, en fait, je travaille souvent, enfin, ça m'a toujours intéressé le monde du vivant, mais inventer le vivant micro, macro, toutes ces choses, de rechercher la petite bête. Et en fait, j'avais travaillé avec l'Institut Pasteur autour d'un projet qui se trouve à la Villette, qui est l'Artère, qui a un grand lieu où il y a 16 000 dessins dessinés en verre fondu sur un sol. Et donc, j'avais déjà travaillé avec l'Institut Pasteur à ce moment-là. On avait fait beaucoup de choses au Mexique, le lieu de production de ça. Le lieu de production, pour moi, un lieu important parce que c'est un moment d'art aussi, parce qu'à ce moment-là, on crée une situation avec soit les lieux de production, soit les lieux qui nous accueillent, soit les lieux. Et en fait, ce moment-là est exceptionnel, donc il faut le valoriser. Ce n'est pas que les œuvres finales. Et en fait, après cette artère-là, la Villette, j'ai travaillé fréquemment avec l'Institut Pasteur. J'ai fait une exposition à l'intérieur de l'Institut Pasteur où j'ai créé des échanges avec des chercheurs et des artistes. J'ai même fait une œuvre que j'ai installée à l'Institut Pasteur qui s'appelle Sans gêne, où j'ai imaginé une grande paillasse qui fait 200 mètres carrés, qui est peinte en porcelaine. Et puis, mais parallèlement, j'ai créé une organisation qui s'appelle Organoïde à l'Institut Pasteur, où on crée une banque de données pour les chercheurs, pour qu'ils utilisent ça pour leurs recherches dans leurs conférences dans le monde entier. Et on demande à des artistes de faire les illustrations de leurs recherches fondamentales. Donc, et dernièrement, on vient de finir un livre avec Pascal Cossard, Johnny Jacobs, sur le monde invisible du vivant, qui était un truc incroyable qu'on a fait au moment de la Covid. Donc, c'était génial. Ouais. Et puis il y a un dernier sujet dont on pourrait parler, parce que je vous vois évidemment avec ce fond végétal et ces branches d'arbres qui vont vers le ciel, parce que là vous êtes dans une maison en Vendée où vous avez semé une forêt aussi. Hein. Oui, parce que ça c'est des choses, quand j'entendais Arthur tout à l'heure faire ces petits bricolages quand il était gamin et tout ça, moi j'adorais, à part faire des bricolages, faire des petites inventions un peu qui servaient à rien du tout surtout, et j'adorais prendre les graines dans les arbres ou les noyaux les noyaux et je les semais partout. Et à un moment donné, quand j'étais étudiant, j'ai eu la possibilité, enfin, mes parents étaient agriculteurs, et à un moment donné, tout le paysage autour de chez eux était à vendre. Et j'étais étudiant et j'ai décidé de l'acheter. Et comme c'était des champs qui étaient un peu, ça allait devenir une agriculture intensive, donc j'ai décidé de les acheter pour en faire un espace expérimental, ça fait 100 hectares, expérimental, et puis de faire petit à petit, de semer une forêt. Et j'ai semé des centaines de milliers d'arbres avec des graines. Voilà, qui est un endroit exceptionnel, puisque c'est la première forêt semée au monde, voilà, par l'homme. Ouais. Et donc cette forêt, elle a bien grandi depuis, et ça fait partie de votre démarche artistique aussi. Oui, absolument. C'est un lieu vraiment d'expérience. Là, on est en train de programmer des projets à l'intérieur, des symposiums sur des choses qui m'intéressent, comme la poésie, la télépathie aussi, ou les sciences diverses. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux étudiantes et aux étudiants là, qui nous regardent en ce moment, comme message au fond de conclusion de notre discussion? En fait, il faut vraiment faut pas se gêner. À partir du moment où on a une idée ou un désir, il faut pas se bloquer dans l'objectif, dans le milieu où on est. Il faut aller voir ailleurs. Il faut s'inspirer de tout ce qui est autour de soi. Il faut être culotté et puis vraiment y aller à fond, quoi. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Fabrice Hibert. Il ne faut pas se gêner, Pascal Frey, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Ouais. Emmanuel Rousseau. Hein. Plus que d'accord. Voilà. Et Arthur aussi. Absolument. Tout ça fait écho. Et ouvrir, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre pour cet échange. Merci Fabrice Hibert depuis la Vendée. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, de très bonnes journées. Et merci à la Sorbonne qui nous accueillait aujourd'hui ici. À bientôt.